Alors bonjour, bienvenue à cette table ronde où on va parler justement de formation et de recrutement autour de la data. Donc moi je suis Marie-Laure Quintin et je suis chef de projet data dans une direction du groupe La Poste. Et aujourd'hui je suis co-organisateur bénévole, donc vous le reconnaissez au t-shirt, pour le salon de la data et de l'IA. Donc j'ai le plaisir d'animer justement cette table ronde et j'ai avec moi donc 4 intervenants, donc Chloé Friguet de l'IUT de Vannes, Vania Pecheux-Beauvais du groupe Carrefour, Mourad Boualak du groupe La Poste et puis enfin Joanne Sorin du groupe Talent. Donc je vais commencer avec Chloé Friguet. Donc Chloé, bonjour déjà. Bonjour. Donc vous êtes maître de conférence à l'IUT de Vannes. Vous êtes enseignante en statistique et puis vous êtes responsable du parcours exploration et modélisation statistique au département sciences des données à l'IUT de Vannes. Voilà, c'était long. Alors, vous intervenez dans la structuration de l'équipe pédagogique et avec d'autres collègues, justement, vous organisez la formation qui nous anime aujourd'hui. Donc, justement, à l'IUT de Vannes, on a une formation qui s'appelle BUT, donc c'est Bachelor universitaire de technologie, sciences des données. L'année dernière, elle s'appelait Statistique et informatique décisionnelle. Et puis, il y a eu une réforme. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi a consisté cette réforme en 2023 ? Donc, on va commencer du coup par parler de ça, parce que les IUT, en fait, sont en train de mettre en place une réforme. Ce n'est pas que notre filière, c'est tous les diplômes d'IUT. La principale chose à retenir de ça, c'est qu'on passe de diplôme qui était à Bac+2 jusqu'à présent à une formation qui est maintenant à Bac+3. Donc, on va diplômer nos premières promotions de ce nouveau diplôme de niveau licence en juin 2024. Donc c'est une réforme qui fait suite à la réforme du bac. Donc les étudiants en fait ont déjà vécu la réforme du baccalauréat et ont enchaîné avec la réforme des IUT. Donc ça concerne toutes les spécialités d'IUT et ça concerne donc du coup celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, qui est donc la filière sciences des données. Donc nous, on a aussi, en parallèle de la réforme, vécu un changement de nom. On s'appelait Statistique et informatique décisionnelle depuis quelques années. Donc peut-être que vous avez vous-même suivi cette formation ou si vous avez peut-être quelques collègues qui ont suivi cette formation par le passé. Donc voilà, du coup, maintenant, on s'appelle Sciences des données. Pourquoi ? C'est pour coller au changement, en fait, aussi de vocabulaire qui... concerne ensuite les intitulés de poste aussi et qui, voilà, dans le domaine de la data. Okay. Voilà. Et alors justement, en termes de formation, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y apprend surtout ? Alors, pour ceux qui connaissent STID, on est quand même resté dans le même ADN. On est toujours sur une filière qui est transdisciplinaire entre le traitement informatique des données et l'analyse statistique des données. Donc la formation s'organise autour de 3 grosses compétences qui sont le traitement des données, l'analyse des données et aussi la valorisation. C'est un point important en fait, de faire le lien entre la partie technique et puis l'exploitation métier en fait, de ce qu'on en fait et aussi tout l'écosystème dans lequel nos étudiants sont amenés à évoluer ensuite. Plus de détails. Okay. Non, ça va. Non, c'est bon. Et alors justement, en termes d'établissement, en fait, vous êtes 15 à proposer cette formation. Il y a le 15e qui a ouvert en septembre. C'était à Dole ou à Besançon. Enfin, c'est la même université. Qu'est-ce qui fait qu'on va plus aller à Vannes qu'à Besançon ou à une autre formation en France ? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans les IUT, la formation, elle est réglementée par un programme qui est national. Donc ça, c'est vrai pour toutes les filières. Donc qu'on fasse un BUT sciences des données à Vannes ou dans le Grand Ouest, si on a un à Niort aussi, on va citer les voisins à côté de Nantes aussi. Après, c'est Lisieux, puis après, on s'éloigne un petit peu. Ce sera le même diplôme en fait, qui sera délivré aux étudiants. Ils vont tous traiter en fait, des problématiques tout le long de la chaîne de la donnée, de la collecte, passant par l'analyse et à la restitution. Donc on s'intéresse vraiment à toutes ces étapes du traitement des données. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun à tout le monde. On a aussi des activités pédagogiques qui sont organisées en commun. On essaye de fédérer justement ces 15 départements ensemble. Par exemple, on organise un prix du meilleur stage. Donc ça, c'est quelque chose qu'avec les collègues,
on se réunit, il y a un jury qui va désigner le prix du meilleur stage pour les étudiants de deuxième année. On a aussi un challenge qui est organisé avec nos étudiants de première année. Donc là, c'est autour de problématiques de DataVis. Donc pendant une journée, de façon simultanée dans tous les IUT qui proposent donc la spécialité sciences des données, les étudiants travaillent conjointement sur une problématique avec un même commanditaire. Donc l'année dernière, c'est la SNCF qui était venue chez nous proposer un jeu de données autour de leur problématique à eux. Et voilà. Il y a justement le hackathon peut-être que tu peux décrire avec Business et Décision. Et donc voilà, ça c'est des choses qui sont plus spécifiques après parce qu'il y a forcément les équipes pédagogiques qui vont aussi avoir leur propre initiative, on va dire, donc pour mettre en place le programme. Et donc là, on essaye de se rapprocher du tissu plus local. Donc nous, à Vannes, notre niveau local, c'est évidemment la région vantaise et le Morbihan, mais en fait, on a quand même des connexions avec le Grand Ouest un peu plus généralement. Et donc si on peut prendre effectivement cet exemple dont on avait parlé ensemble, on est en train de mettre en place une activité avec nos étudiants et Business et Décision, qui est une entreprise pour laquelle on a plusieurs vacataires qui interviennent chez nous, et donc voilà, sous forme de hackathon, donc avec pareil un challenge. Donc ça c'est une activité pédagogique que les étudiants doivent réaliser, quel que soit l'IUT. Ils doivent mettre en place des problématiques de data mining sur des applications professionnelles. Et donc voilà, nous on a choisi ce format-là en partenariat avec BED. D'accord. Donc justement, pour faire référence justement aux étudiants, donc aujourd'hui il y a à peu près 90 étudiants qui étaient là ce midi, donc ils se sont coupés la moitié ce matin, l'autre moitié cet après-midi. Donc ils sont venus ici déjà pour nous aider à tenir un peu les conférences. Ils sont aussi là justement pour regarder faire découvrir nos pratiques professionnelles autour de la data. Dans quelques mois, ils vont devoir partir en stage, justement, en mai-juin. L'année prochaine, la plupart seront en alternance. Dans le cadre d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut leur donner à faire? Qu'est-ce qu'ils savent faire, en fait? Donc, ils sont en train, effectivement, de découvrir tout ça. Là, aujourd'hui, ils sont venus un petit peu ouvrir leur connaissance sur ce qui se pratique, en fait, en termes de métiers autour des data dans la région nantaise. Donc, j'espère qu'ils vont profiter pour apprendre plein de choses aussi. Certains sont déjà en alternance, donc ça c'est nos deuxième année qui sont là aujourd'hui, donc certains sont déjà en alternance, les autres auront un stage à faire à partir du mois d'avril. Et cette année, l'essentiel de leur mission tourne autour de problématiques de mise en place de tableaux de bord, autour de la DataVis, des études statistiques également, voilà, ce type de mission. Ils sont surtout sur forcément, en début de deuxième année, ils démarrent sur des problématiques accompagnées. L'objectif étant qu'au bout des 2 années d'alternance, ils soient plus autonomes sur la conduite d'un projet autour de la data. Donc après, ils peuvent se spécialiser soit sur des aspects plus orientés base de données, donc sur la partie plus amont et alimentation des bases de données, gestion des bases de données, ou bien sur la partie plus analytique et exploitation statistique des données, voilà, selon ce qu'ils souhaitent. Écoute Chloé, merci pour toutes ces informations. Donc là, c'était la formation scolaire. Je vous propose maintenant d'aborder la formation interne, donc justement avec Chloé Pecheux-Beauvais. Donc bonjour Vania. Chloé. Ah non, pardon, Vania Pecheux-Beauvais, désolée. Donc Vania, tu es programme office au sein de l'Analytic Factory dans le groupe Carrefour depuis 1 an. Et tu es en charge de sujets transverses tels que le demand management, les budgets, la communication et surtout la formation qui nous anime aussi aujourd'hui. Donc l'Analytic Factory, le service que tu représentes, c'est l'entité qui rassemble tous les experts de la data, ce qui inclut les data scientists, les data engineers, les data vis spécialistes et bien sûr les data translateurs. Alors au groupe Carrefour, vous avez une philosophie qui est assez intéressante, c'est il ne suffit pas à une entreprise d'avoir de la donnée, encore faut-il bien l'utiliser, ce qui implique de trouver les bonnes personnes. Et pour mener à bien sa transformation data, c'est de savoir en démocratiser l'accès, c'est-à-dire embarquer l'ensemble de ces métiers et former un maximum de collaborateurs. Alors pour ça, vous avez mené au groupe Carrefour 3 initiatives au niveau formation avec vos équipes. Donc la première, c'était la data supermarket, pardon.
la formation interne et la création d'un graduate data. Donc je propose qu'on commence par le graduate data parce que c'est le scoop de la rentrée, c'est la nouveauté. Donc je te propose que tu en parles justement en commençant par ça et que tu nous expliques un peu en quoi ça consiste. Yes. Bonjour. Donc le Graduate Data, effectivement, c'est la nouveauté de cette année. Donc on accueille notre première promotion. Là, on l'a accueilli le 11 septembre dernier. Ils sont 10. C'est pas nombreux, mais c'est pour avoir un suivi personnalisé. Donc qu'est-ce que le Graduate Data? Donc c'est un programme graduate, comme d'autres peuvent le faire, qui recrute des profils, des talents, donc en sortie d'école. Donc celui-là, il n'est pas orienté dirigeant comme beaucoup d'entreprises le font, mais on l'a orienté data pour trouver des profils de data science, data analyst. Et donc nous cherchons les personnes sortant d'écoles d'ingénieurs ou de statistiques pour justement rentrer sur des missions qui vont de la data ingénierie à même la stratégie de la data gouvernance, en passant par la data science, la data analyse. Voilà. Et du coup, c'est la nouveauté un peu de la rentrée, parce qu'on est en train de les onboarder là. D'accord. Alors justement, on va rentrer dans un cas concret. Je suis jeune diplômée, je viens d'être embauchée au groupe Carrefour. Je vais bénéficier de cette formation. Qu'est-ce qui va m'attendre pendant ces 2 années en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, plein de choses. Donc déjà, il faut savoir qu'on est embauché en CDI et que pendant 2 ans, on va alterner formation et mission sur plein de domaines différents. On va avoir donc 3 rotations, dont une à l'étranger. Donc dans le groupe Carrefour, on a la chance d'avoir des entités à l'étranger. Donc ça permet aussi d'envoyer nos graduates à l'étranger pour qu'ils aient différentes expériences. Donc c'est hyper intéressant. Donc sur ces 3 rotations, on pourra choisir différentes missions de la data science à, du coup, comme je disais, de la data gouv ou même de la stratégie. Et à l'issue de ces 2 années de formation et de mission, on intègre son vrai métier, riche de tout ce qu'on a appris, de plein de nouvelles compétences et plein d'expériences différentes. D'accord. Alors là, justement, c'est la formation pour les jeunes diplômés. J'imagine aussi qu'au groupe Carrefour, vous avez beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir, notamment dans la data. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme formation interne, justement, pour ces gens-là? Oui, alors on a une ambition d'avoir 3000 experts de la data. On ne peut pas recruter 3000 personnes, bien évidemment. Du coup, nous sommes en train de travailler sur des formations pour nos collaborateurs. Donc, bien sûr, c'est des formations classiques sur les outils de requête de la donnée, comme BigQuery, GCP, Looker Studio ou Tableau. Mais aussi, très important pour nous, le schéma de données de Carrefour, la vision analytique de Carrefour, les biais qu'il peut y avoir, et puis des tips d'analyse pour justement être pleinement autonome à la fin du parcours et ne pas être lâché dans la nature juste en sachant faire des requêtes SQL. L'idée derrière ça, c'est de créer une formation basée sur les use cases traités par les experts de l'Analytics Factory et basée sur des vrais cas métiers sur lesquels on forme les collaborateurs qui peuvent être autonomes et opérationnels sur leurs propres domaines et capitaliser sur leur connaissance du business. Et ils mènent ainsi des analyses autonomes. Exactement. C'est ça. Ok. Donc là, justement, on a abordé la formation interne, on a abordé le graduate data pour les nouveaux embauchés. Il restait une 3e initiative qui était la data supermarket. Du coup, est-ce que tu pourrais décrire justement cette data supermarket? Sur quoi repose-t-elle? Alors, ouais, le data supermarket, c'est littéralement le supermarché de la data. Et c'est l'idée derrière on ne peut pas former des gens ou recruter des experts et derrière ne pas démocratiser l'accès à la donnée. Donc depuis quelques mois, on travaille justement sur cet outil global de démocratisation de la donnée qui regroupe d'un côté un data catalogue où du coup on va retrouver les différentes données de Carrefour, les schémas de données, les définitions, les requêtes pour y accéder, donc très classique data catalogue, mais aussi un outil de knowledge management où par exemple lorsqu'on cherche une donnée ou on a une question sur une donnée, on peut retrouver aussi dans les différentes pages du data supermarket les analyses et les dashboards qui sont liés à ces données qui existent et du coup on demandait l'accès et potentiellement avoir la réponse à sa question déjà préparée. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup on va passer d'un système où chaque collaborateur faisait un peu sa petite commande et allait au restaurant de la data à chaque fois qu'il en avait besoin, à aujourd'hui on va les autonomiser
pour qu'ils puissent d'eux-mêmes, avec leurs propres ingrédients à la donnée et leurs propres recettes, la formation, créer leurs propres analyses et donc cuisiner leur propre nourriture. D'accord, ok. Alors, pour finir, justement, si on devait résumer la stratégie de Carrefour avec ces 3 initiatives, qu'est-ce que tu dirais? Alors, ouais, l'ambition d'être une digital retail company, c'est à travers le recrutement des talents experts avec des programmes ambitieux et attrayants, mais aussi surtout la formation et la reconversion en interne et la démocratisation de la donnée qui est hyper importante. Très bien. Merci. Vania pour tous ces éléments. Je vous propose maintenant qu'on aborde une autre formation interne qui se passe justement au groupe Carrefour avec la présence de Mourad. Au groupe Merci La Poste. Mourad, de La Poste. Voilà. Ouais, je sais pas ce que je dis. Donc Mourad, tu es directeur de l'équipe Capital Humain du pôle Data et IA pour le groupe La Poste. Donc le pôle Data du groupe La Poste, propose un catalogue d'une vingtaine de formations. Il y a déjà 1100 postiers qui ont suivi l'un de ces modules en 2002. Là, tu me disais tout à l'heure que ce n'est pas 50 000 postiers qui ont été formés, mais c'est 53 000 postiers qui ont été formés à l'objectif Data IA, enfin IA surtout. Et puis surtout, c'est qu'il y a eu une école de la data qui a été créée en juin 2022. Alors, pourquoi cette école? Tout à fait. Alors, pourquoi l'école de la data IA du groupe La Poste? C'est très simple. Je pense que dans la salle, vous avez tous arrêté d'envoyer du courrier à vos grands-mères, de cartes postales. Donc nous, on a un modèle économique qui est assez compliqué côté La Poste, où on a tous les revenus qui étaient liés à notre activité historique autour du courrier, qui est en très forte baisse. Donc comment on arrive à accélérer la transformation d'une entreprise qui voit son activité historique fortement chuter? C'est en développant de nouveaux produits, de nouveaux services liés à ces nouvelles technologies. Donc on a un plan stratégique décennal qui est La Poste 2030, qu'on a lancé en 2021, où notre président Philippe Val, donc le PDG du groupe La Poste, a intégré la data et l'intelligence artificielle au centre du plan stratégique. Pourquoi? Parce que ce sont de formidables outils pour accélérer la transformation du groupe La Poste, lancer des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouveaux services. On lance l'école de la data. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de compétences data IA au sein du groupe La Poste. Je pense que dans le public, vous le savez, et puis je vois certains collaborateurs qui ont subi, petit lapsus, qui ont suivi des formations, et puis d'autres qui travaillent sur ces plateformes data. On a un marché autour des profils data IA en France qui est très tendu. Donc pour recruter du data ingénieur, du data scientist, du data analyst ou même du PO data, c'est très compliqué à trouver pour des entreprises comme La Poste parce qu'on n'est pas forcément sur le même niveau de rémunération. On propose énormément d'autres choses en termes de salaire, mais aussi de projets et de technologie. Par contre, on ne s'aligne pas forcément sur les hauts salaires du marché. Donc, comment on fait pour internaliser ces expertises et ces compétences data IA au sein du groupe La Poste? En créant une école qui est basée tout simplement sur 4 fonctions prioritaires: PO data, data analyst, data ingénieur et data scientist. Le but est d'internaliser un maximum ces expertises data IA au sein du groupe La Poste pour porter de plus en plus de projets autour des plateformes Big Data, développer des cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. D'accord. Donc là, en fait, tu as un peu expliqué les missions, je pense. Du coup, si tu pouvais nous rappeler justement les principes fondateurs de cette école, ouais, qui sont au nombre de 4. Exactement. Alors, le premier principe, c'est l'éthique. Pourquoi? Parce que l'image du groupe La Poste, c'est la confiance. On l'a déjà prouvé sur le digital, notamment avec l'identité numérique et Digipost. Ce qu'on souhaite, c'est conserver cette image de confiance aussi sur le traitement des données, mais aussi l'usage des algorithmes qui est fait au sein du groupe La Poste. On a lancé une charte data en 2016, donc bien en amont du RGPD qui a été lancé en 2018, où on avait déjà cadré l'usage des données personnelles au sein du groupe La Poste. On a lancé cette année une charte IA éthique qui va encadrer. On est en amont de toutes les réglementations européennes qui vont sortir là dans quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, autour de la réglementation autour des algorithmes au niveau européen. Et donc, on se veut aussi exemplaire sur l'usage des algorithmes. On ne veut pas pouvoir utiliser au sein du groupe La Poste des boîtes noires où on met les données à l'entrée des boîtes noires et puis on a un résultat sans pouvoir expliquer le résultat.
Donc la première valeur est l'éthique. La seconde est tout simplement l'alternance. On souhaite proposer des parcours en alternance à des étudiants pour sourcer aussi des candidats externes. L'école de la data et de l'IA, on a 3 volets. Un premier volet qui est interne pour les collaborateurs qu'on souhaite faire monter en compétences et puis accompagner sur des nouveaux parcours professionnels. Mais on a aussi un volet qui est externe où on vise en fait les alternants, donc des étudiants de niveau Bac plus 5, sur un parcours tout simplement en alternance niveau Bac plus 5 avec une école qui s'appelle Éthique, où on accompagnera ces étudiants vers les métiers que l'on a ciblés, les quatre fonctions prioritaires. On a aussi le troisième sujet qui est la féminisation des métiers de la data et de l'IA, où là aussi on se veut exemplaire. Déjà pour la première raison, c'est que notre boss à nous, c'est Nathalie Collin, donc qui est présidente d'honneur de Femmes du numérique et qui se positionne sur le fait de féminiser les métiers du digital, du numérique, mais aussi les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. Donc on a lancé lors de cette année la première promo, où on a une 60aine d'apprenants qui se sont lancés sur les parcours de l'école de la data et de l'IA, avec un taux de féminisation dépassant les 60%. Donc nous, on est très ravis parce qu'on a réussi à remplir cette mission-là. Par contre, le défi de demain, c'est de maintenir ce taux de féminisation sur ces métiers-là, parce que c'est assez clé. Et le quatrième que j'ai oublié est... les fonctions prioritaires ou les formations. Oui, et puis ensuite, les fonctions prioritaires, comme je disais, c'était les 4 fonctions: data analyst, PO data, data ingénieur et data scientist. Nous, on fait souvent des études de la bourse d'emploi interne au sein du groupe La Poste. Entre 2015 et 2018, il y avait énormément de postes ouverts sur la fonction chef de projet data. On s'est aperçu que depuis 2018, la première fonction qui est ouverte au sein du groupe La Poste, c'est data analyse. Donc il y a aussi une évolution des métiers qui se disait, depuis 2015, il fallait lancer des projets data IA au sein du groupe La Poste, mais il y a une évolution aussi de réflexion que l'on constate, en tout cas nous, auprès de nos métiers, c'est qu'ils ont compris qu'avant de vouloir lancer des projets data IA, il fallait aussi comprendre la donnée, mieux l'analyser à travers différents outils. Donc on a des équipes métiers qui se dotent de compétences de data analyse ou de data analyst au sein des équipes métiers pour porter ces sujets-là, en fait. D'accord. Alors justement, par rapport à cette école de la data, il y a aussi un autre parcours qui complète justement cette école avec l'offre qui s'appelle la Data Academy. Donc, exactement. La Data Academy, qu'est-ce que c'est en fait, c'est un parcours qui est plutôt là pour le business, pour les équipes métiers. Ce qu'on souhaitait faire, c'est qu'au sein du pôle data, on a commencé avec 7 personnes au pôle data en 2016. Aujourd'hui, on est plus d'une 50aine. Le groupe La Poste, c'est 250 000 collaborateurs. Donc ça fait beaucoup de monde. Et à 50, on ne va pas pouvoir porter tous les projets data IA du groupe La Poste, ça c'est sûr. Ce qu'on souhaite, c'est, comme Carrefour, en fait, je pense qu'on a tous les mêmes problématiques sur le marché aujourd'hui, c'est de rendre autonomes de plus en plus nos équipes métiers, les équipes business sur ces sujets data IA. Côté La Poste, on n'a pas créé de filière data. Pourquoi ? Parce qu'on estime que la filière data, que les métiers de la data et de l'IA, c'est comme les métiers du digital. Aujourd'hui, le digital, alors si on venait dans les années 2000 ou 2010, le digital, il fallait encore de l'accompagnement des équipes dédiées autour du digital pour lancer des projets sur le digital. Aujourd'hui, on voit que nos équipes métiers sont suffisamment sensibilisées, acculturées et formées sur le digital pour exprimer eux-mêmes leurs besoins et donc ainsi porter, en tout cas lancer leurs projets et se faire accompagner par l'expertise quand c'est nécessaire. Et sur la data et l'IA, c'est la même chose à travers la Data Academy. On a pour objectif de former plus de 5000 collaborateurs sur ce parcours. On a deux parcours. Le premier parcours qui est pour le top 500 des managers, donc le public qui signe les chèques pour lancer les projets, en quelque sorte. L'objectif, c'est de leur faire comprendre comment la data et l'IA peuvent accélérer leur business, répondre à leurs problématiques ou transformer leur organisation. Donc on a un parcours qui est de 10 heures pour le premier parcours. Et ensuite, on a un parcours de 20 heures qui est sur du blended, donc des formations en classe virtuelle, mais aussi en e-learning. Et donc là, ça va être pour tout le public qui porte les projets data IA, mais côté métier. Donc ça va être des directeurs marketing, responsables marketing, directeurs communication, responsables RH. C'est vraiment ce public-là qu'on vise. Des gens qui travaillent à la direction financière aussi, parce que c'est eux les experts de leur métier, qui ont la connaissance tout simplement de leur processus métier, et qui doivent comprendre comment la data et l'IA va accélérer ce processus métier
va automatiser un certain nombre aussi d'actions qui sont menées aujourd'hui manuellement, mais aussi qui vont permettre de répondre à des problématiques qu'on peut rencontrer, nous, aujourd'hui, côté La Poste. À titre d'exemple, on a lancé un projet qui s'appelle digitalisation facture compta fournisseur, qui permet en fait de rapprocher automatiquement des factures que l'on reçoit à la Poste par million, qui étaient faites auparavant par des comptables à la main. Et là, on arrive à automatiser tout ça à travers un projet qu'on a lancé avec les équipes, notamment de la DIU, qui sont présents là au 3e rang, avec les équipes aussi iTeam qui sont présents à Nantes côté La Poste, mais aussi avec les équipes métiers de la direction financière, qui ont pris leur part, leur responsabilité sur le projet, en nommant des PO data, en nommant des data managers, en s'équipant de compétences data au sein des équipes métiers. Donc la Data Academy sert aussi à ça, à faire comprendre comment la data et l'IA peut accompagner ces métiers à automatiser, répondre à des problématiques et puis augmenter leur productivité. Et ce que tu disais aussi, quand on a un peu répété, c'est que les places étaient très prisées justement pour cette offre-là, c'est ça ? Exactement. Ouais. Alors la Data Academy à la Poste, ça s'inscrit dans un package qui s'appelle Cap Compétences Numériques. Donc je ne vais pas vous faire le détail de Cap Compétences Numériques, mais en gros le 4e volet, c'est Objectifia et la Data Academy. Et en fait, nous, quand on ouvre les sessions de la Data Academy, notamment, on les ouvre par semestre, en une journée, une fois qu'on a communiqué, on a réussi à remplir toutes les places. Ce qu'on a lancé au mois de juin, c'était pour le second semestre, c'est-à-dire, alors second semestre chez nous, ça fait septembre parce qu'il y a les vacances d'été, donc septembre, octobre, novembre, décembre. On avait 200 places à disposition. En une journée, les 200 places ont été pourvues et on avait plus de 150 personnes en liste d'attente. Donc on voit aussi qu'il y a une appétence des équipes métiers sur ces sujets-là pour monter en compétences et mieux maîtriser leurs données et puis l'usage des algorithmes dans le cadre de leur activité. Donc on va bientôt communiquer sur les prochaines dates en 2024. On va accélérer parce qu'on a quand même une ambition, c'est de former 5000 collaborateurs. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 300 collaborateurs formés. Donc l'année prochaine, on va dépasser les 1000 collaborateurs formés parce qu'on accélère sur le nombre de sessions sur ce parcours. Et donc on est plutôt content parce qu'on voit que la mayonnaise prend en fait. Donc comme Carrefour et comme plein d'autres entreprises que j'ai pu croiser ici et puis à d'autres événements, on a tous les mêmes problématiques. On veut utiliser la data IA pour accélérer les processus métiers, transformer aussi nos organisations. Et nous, à la Poste, on en a vraiment besoin parce qu'on a des activités historiques qui sont en baisse, des activités comme le colis qui fluctuent avec l'essor du e-commerce, et puis d'autres nouvelles activités autour de la banque, de l'assurance, et puis du service à la personne et de la santé qu'on développe aussi côté La Poste. Donc on voit que ces technologies-là sont aussi bien imprégnées dans ces nouveaux secteurs d'activité que l'on adresse nous aujourd'hui. Merci Mourad. Je ne sais pas si tu veux conclure. Ouais, petit mot pour la fin. Alors, une formation à partager à tous, donc Objectifia, donc Marie-Laure en parlait tout à l'heure. Il y a déjà 53 000 postiers qui se sont formés à Objectifia. Objectifia, qu'est-ce que c'est ? C'est une formation qui a été lancée par l'Institut Montaigne, la Fondation Abeona et Open Classroom. C'est une formation qui dure 4 à 5 heures. Vous pouvez la faire de façon segmentée autant que vous voulez, sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone. C'est une formation qui est complètement gratuite. Donc elle est disponible pour tous les Français. Donc elle est parrainée par Philippe Val, donc le PDG du groupe La Poste, en son nom propre. Et l'objectif, c'est de former 1% des Français. Donc aujourd'hui, je crois qu'on était avec... alors il y a beaucoup d'entreprises, je ne sais pas si Carrefour en fait partie d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont partenaires de cette initiative. On a notamment aussi d'autres organisations publiques comme la gendarmerie, la police nationale, le ministère des Armées. On a Accor Hotel, on a LinkedIn, Facebook, La Poste, Orange, EDF qui sont partenaires de cette initiative, de former 1% des Français sur l'intelligence artificielle. Et donc nous, on prend notre part. Donc on a déjà formé 53 000 collaborateurs. D'ici fin 2025, l'ambition du président, c'est de former les 230 000 collaborateurs du groupe La Poste. On va essayer d'y tendre. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour les former. Donc une formation gratuite, ouverte à tous. On va peut-être faire passer côté IUT et Vannes. Objectifia, c'est 4 heures de formation. Et puis en plus, là, ils ont mis pendant l'été à jour tous les modules sur les IA génératives. Donc si vous voulez comprendre comment les IA génératives, tout ce qui est ChatGPT, Midjourney ou DALL-E fonctionne, je vous propose de faire cette formation. Voilà. J'espère que le message est bien passé, justement.
Donc là, vous avez eu justement un retour de la formation à l'IUT de Vannes, la présentation de la formation interne à Carrefour, la formation interne au groupe La Poste. Je vous propose maintenant d'aborder l'aspect recrutement justement avec Joanne Saurin de Talent. Donc, Joanne, tu occupes 3 casquettes à Talent. Tu es d'abord consultant expert chez un client pour Talent. Tu es manager de proximité et enfin, tu es recruteur spécialisé en data. Tout à fait. Alors, sur le recrutement des ressources, justement, quelles sont les problématiques et les difficultés que vous pouvez rencontrer? Alors, vous l'avez peut-être vécu autour de la salle, on est sur une période qui est assez porteuse, assez dynamique, on s'arrache les profils IT sur le marché. C'est en particulier vrai sur les profils expérimentés, sur lesquels il y a une vraie tension. Alors je dirais que la difficulté, ça va être de comment tirer son épingle du jeu dans ce marché qui est fortement concurrentiel. Alors moi, dans ce que je vis au quotidien, en tant que recruteur, je suis exposé à 2 problématiques. La première, la visibilité, la seconde, la différenciation. La visibilité, c'est comment faire pour capter l'attention de candidats qui sont déjà très, très sollicités. C'est-à-dire trouver les bons moyens du côté des entreprises pour les retenir. Et on ne va pas se le cacher, la plupart des entreprises souvent utilisent les mêmes canaux, les mêmes stratégies. Donc il va falloir faire preuve trouver des approches, des thèmes qui font sens, et tout en évitant de se noyer au sein de cette multitude d'offres et de contenus. Ensuite, une fois qu'on a réussi cette première étape difficile de capter l'attention du candidat, il s'agit de le retenir ou du moins de le convaincre de s'engager avec nous. Et souvent, les entreprises, aujourd'hui, utilisent pour cela la notion de valeur, les valeurs portées par l'entreprise. Mais là aussi, je le constate au quotidien, c'est particulièrement vrai chez les ESN. Si vous comparez, les valeurs sont souvent très proches les unes des autres. Donc, le défi, ou du moins le pari gagnant d'une ESN, sera réalisé si elle arrive à convaincre, en tout cas, si elle arrive à apporter une preuve de sincérité auprès du candidat pour qu'il s'engage. Alors justement, pour pouvoir capter le candidat, quels sont les moyens que tu vas utiliser pour le retenir, on va dire? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les canaux sont vraiment multiples. Alors nous avons les canaux historiques, à savoir la publication des offres d'emploi, que ce soit sur les sites institutionnels, le site de l'entreprise, les réseaux sociaux. On verra juste ici avoir du contenu qui est adapté, qui est suffisamment précis, de même que pour l'intitulé du poste, pour retenir l'attention des candidats. Ensuite, il y a la promotion et la publication de contenu, où on va mettre en avant le savoir-faire de l'entreprise, sa politique RSE par exemple, ses engagements. Nous allons y avoir également les événements, tels que le Salon de la Data aujourd'hui. On ne va pas se le cacher, on en profite aussi pour faire notre recrutement. Des partenariats, que ce soit avec les éditeurs, avec les écoles. D'ailleurs, sachez qu'on a pas mal de collaborateurs de chez Talent qui sont issus de STID. Nous avons également le sourcing qui est réalisé par nos chargés de recrutement. Donc ils vont aller explorer les CV tech, enfin aller dénicher les ressources sur les réseaux et parfois aussi faire preuve de moyens un peu plus ingénieux pour arriver à recruter. Et enfin, quand il est plus difficile de recruter sur l'ensemble de ces canaux, on va activer un autre levier, la cooptation. La cooptation, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Nos consultants sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc ce sont eux qui vont nous aider, en tout cas, pour affiner ce travail de sélection, pour parler de nous et pour ensuite permettre de retenir l'attention de potentiels candidats. Ok. Alors justement, le candidat, vous avez réussi à le retenir. Maintenant, comment va se passer le processus de recrutement, en fait, pour ne pas le lâcher? Alors, le processus de recrutement chez Talent se déroule en plusieurs phases. La première passe par une prise de contact de quelques minutes avec un chargé de recrutement, donc, où là, le candidat va exposer ses aspirations. Est suivi ensuite d'un entretien RH, où là, on va parler plus en détail du parcours du candidat, de ses envies, et on va lui présenter aussi l'entreprise, également lui exposer nos besoins. Et à l'issue de cet entretien, s'il y a adéquation, cela va déboucher sur l'entretien opérationnel ou, comme dans d'autres sociétés, ça va s'appeler l'entretien technique, où là, le candidat va avoir un échange avec des consultants, donc des gens du terrain.
Donc, au cours de cet échange, on va discuter des compétences et des qualifications du candidat. Et je dirais c'est aussi un moment pour permettre d'apporter au candidat une vision immersive de l'entreprise. Et peut-être qu'à l'issue, il pourrait lui-même se projeter dans son éventuel quotidien dans l'entreprise. Si je devais en résumer un mot, c'est vraiment l'instant clé pour moi au sein du process de recrutement. Et donc, dernière étape, un entretien de terminaison. Donc, cette fois-ci, un manager est en vue de signer. On va discuter ici de contractualisation, de positionnement au sein de l'organisation et enfin d'opportunités de mission. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui va distinguer Talent d'une autre ESN? Pourquoi le candidat va aller chez Talent et pas chez le concurrent? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien ta dernière question? Peut-être pas, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Tout à fait. On a encore 10 minutes. Encore 10 minutes? Ok. Ouais, 10 minutes. C'est pas la dernière question. Ah, c'est pas la dernière, t'es sûr? Ah non, enfin, oui, c'est la dernière, mais je t'en poserai d'autres après. Ah oui, d'accord, ok. Pas. Très bien, pardon. Alors, je pense plutôt que la question était d'abord tournée, c'était plutôt sur les avantages, surtout l'attirance par rapport au salaire, j'imagine. Oui, c'était ça, oui. C'était ça. Alors c'est vrai, je crois qu'on l'a évoqué, c'est vrai que c'est difficile l'une des difficultés aussi du recrutement, c'est la surenchère hein, sur les salaires. Donc comment on peut éviter de rentrer là-dedans? Bon, je dirais évidemment, tous les candidats ne vont pas choisir une société pour le salaire. Il y a quand même d'autres leviers qui sont attractifs ou qui font sens, qui font écho chez les candidats. Notamment chez Talent, je dirais que la différenciation est portée par les valeurs. Les valeurs du groupe et qui se reflètent chez chacun de nos consultants. Et à travers ces valeurs, j'en vois deux en particulier. La bienveillance et l'aspect humain. Et souvent, ce sont des thèmes qui font écho chez les candidats. Par exemple, c'est ce que je dis lors des entretiens que je suis amené à mener. C'est particulièrement vrai chez des profils confirmés. On voit une sorte de rupture avec la culture d'entreprise où finalement, les valeurs qui étaient portées, le consultant ne s'y retrouve plus forcément. Voilà, il y a pu y avoir des dérives, un management qui n'est plus tout à fait à l'écoute. Donc le consultant ou le candidat se retrouve en quête de sens et voilà, c'est aussi pour l'une des raisons pour laquelle il est à l'écoute du marché. Alors heureusement pour nous chez Talent, nous avons mis en place des process, une organisation qui nous permet de maintenir le lien avec le consultant. Et c'est ce que j'appellerais moi la véritable proximité. Et je dirais qu'en plus, chez Talent, en tout cas, les efforts sont récompensés à leur juste valeur, hein, pour toutes et tous. Alors justement, pour maintenir le lien justement avec le candidat, vous allez distinguer déjà les juniors des seniors. Et qu'est-ce que vous avez apporté de plus à un junior qu'un senior? En quoi ils vont s'y retrouver? Alors, la démarche de Talent, quel que soit finalement le niveau de seniorité, ça se crée toujours dans ces valeurs. Et ce que l'on va apporter, nous, quel que soit le type de consultant, ça va être un terrain de jeu. Ça va être un terrain de jeu et on va tenter aussi de réunir les conditions pour rendre ce terrain de jeu fertile. Donc, par exemple, pour un consultant junior, donc je pense à quelqu'un, je vois quelques étudiants dans la salle qui sort d'école, ça va être de lui donner les moyens de grandir. Donc, ça va être à travers une mission qui va être favorable et aussi à travers une structure d'accompagnement. Donc, que ce soit avec un manager de proximité, une équipe dédiée ou tout simplement un coaching adapté. En revanche, pour un consultant confirmé, on va lui donner, lui, les moyens de s'étendre. Donc à travers une mission peut-être à plus forte valeur ajoutée, des activités plus fun, ou tout simplement, on va lui demander de s'investir dans notre démarche de co-construction de notre communauté data. Ça va être par exemple de réaliser des POC, faire de la veille, prendre en responsabilité, réaliser de l'encadrement ou tout simplement endosser un rôle de responsable au sein d'une de nos sous-communautés data. D'accord. Alors, pour conclure sur ta partie recrutement, justement, qu'est-ce que tu dirais pour résumer un peu tout ce que tu as dit? Alors, le recrutement reste difficile, pour autant, rassurez-vous, on arrive toujours à intégrer des consultants régulièrement. En résumé, je dirais que les clés de la réussite tournent autour de deux mots. L'insincérité, en tout cas, dans les valeurs portées, et une sorte de forme de transparence.
dans le discours. Je pense qu'il faut être honnête avec les candidats, parfois sur la réalité du terrain. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est ce qui porte en général lorsque je mène ces entretiens, et c'est ce qui va faire que les gens, en tout cas, ont envie de travailler avec nous. D'accord. Bah, écoute, Johan, merci pour tous ces éléments. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour des questions. Oui, on a encore 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, bah, écoutez, je vous laisse poser la première question. Sinon, tout était clair, peut-être. Je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Non. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose au niveau de formation scolaire, interne, recrutement, sur des chiffres. Non, tout simplement dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a, en tout cas dans les entreprises françaises, toute une démarche autour de ces nouveaux métiers de la data, et qui fait que il faudrait, nous c'est ce qu'on essaie de lancer aussi au sein de l'école de la data avec le partenariat avec l'école éthique, c'est de lancer des collaborations avec les écoles pour tout simplement promouvoir ces parcours autour de la data et de l'intelligence artificielle, et puis les accompagner du mieux possible sur ces nouveaux métiers et dans le cadre d'une meilleure intégration dans les entreprises. Donc il y a beaucoup de travail encore à effectuer, c'est en cours. Forcément, ça prend aussi du temps de monter tous ces parcours et tous ces processus. Mais en tout cas, la démarche est là. Et donc aujourd'hui, nous, on lance l'année prochaine de nouveaux parcours, une nouvelle promotion, et on va être amené à lancer des nouveaux parcours avec d'autres métiers de la data. Tout à l'heure, je parlais de la fonction data manager. Le data management, c'est clé en fait sur un projet data IA, parce que si on n'a pas une bonne gouvernance autour des données, une maîtrise autour de la donnée, tous les métiers qui sont derrière en fait vont traiter de la donnée qui ne sont pas forcément fiables et efficaces. Donc il y a aussi des métiers qui sont émergents, qui sont, je trouve, un peu laissés de côté, parce que ça fait moins briller que data scientist, hein, forcément, c'est moins sexy. Mais il y a beaucoup de fonctions autour de la data, beaucoup de métiers autour de la data qui sont en train d'émerger et qu'il faut adresser. Donc c'est aussi des sujets, je pense, qu'il va falloir apporter en amont sur les parcours scolaires, je pense, universitaires, et ensuite derrière auprès des entreprises. Nous, en tout cas, on va développer des parcours sur ces métiers-là, mais il faudrait qu'on arrive à avoir des candidats ayant déjà des compétences pour aller un peu plus vite et répondre au marché, puis aussi au time to market, parce que des moments, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, je valide totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de data scientists, toutes les écoles s'y sont mises, et il y a énormément de métiers autour qui deviennent hyper importants et qui se révèlent plus on fait des projets data IA. Donc le data management, la data gouvernance, tout ça c'est hyper important, et on a peu de profils. Donc n'hésitez pas, foncez. Ouais. J'ai été coupé. D'autant que c'est des métiers qui sont moins techniques en fait. Donc il y a besoin de moins de compétences techniques, parce que quand on entend parler de data IA, on a l'impression qu'il faut être expert de la data et de l'intelligence artificielle, et que si on ne sait pas coder en Python, ou si on ne sait pas faire, si on ne sait pas utiliser des outils ou du deep learning, on n'est pas capable de travailler sur les sujets data IA. Mais il y a beaucoup de métiers autour de la data qui sont côté métier, côté RH, côté comptabilité, côté finance, côté communication, côté marketing, donc qui sont côté métier, nous, avec le jargon postal que j'ai, désolé, qui sont côté fonctionnel, et qui mériteraient d'être un peu plus développés et puis être mis en lumière, ce qui me permettrait aussi peut-être d'avoir d'autres profils qui viendraient sur ces métiers de la data IA. Donc juste, ça tombe bien, parce que du coup, nous, on est sur des formations de techniciens, donc on est justement sur ces métiers de data management et d'accompagnement. Nos étudiants à Bac+3, ils ne sont pas des data scientists, etc. Donc en fait, ils peuvent intégrer ces fonctions dont vous parlez là. Et ensuite, ce qui est intéressant, je pense, pour eux, c'est de découvrir que finalement, une fois qu'ils sont en interne dans les entreprises, ils auront aussi la possibilité d'accéder à ces formations et évoluer dans un deuxième temps, en fait, vers des métiers plus techniques, sans forcément passer tout de suite, là, maintenant, par une école d'ingénieur pour y arriver en formation initiale, finalement. Donc finalement, tout est bien. Il y a une question, je crois. Avez-vous des conseils pour une reconversion professionnelle dans la data?
Je pense qu'on n'a pas compris le début. Oui, c'est une question du chat de Madame Audrey. Avez-vous des conseils pour une reconversion professionnelle dans la data? Alors, moi je peux... Non, tu vas? Non. On attendait le résultat de la tombola. Pardon. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, nous, à l'IUT, on propose aussi la formation continue. On a un diplôme d'université qui permet à des gens en reconversion, justement, de faire une formation donc, en 120 heures sur 4 semaines pour ensuite intégrer, soit évoluer en interne, justement, pour pouvoir accéder à des formations qui sont peut-être pas forcément... où ils n'ont pas forcément le bagage de départ pour pouvoir les suivre correctement, soit intégrer aussi, nous, nos filières. On a des étudiants, certains qui sont là aujourd'hui, qui ont intégré donc, notre 2e année et certains qui intègrent notre 3e année après avoir suivi ce parcours-là et qui viennent d'horizons vraiment très variés. Ils étaient assez loin de la data avant. Donc il y a des marches qui existent comme ça pour intégrer les filières. En tout cas, dans le cursus universitaire, ça existe. Et j'imagine que vous avez des solutions aussi. Ouais, alors le premier conseil que je lui donnerais, c'est déjà d'identifier quelles sont ses compétences. Parce que selon les fonctions, on peut avoir plus ou moins de prérequis nécessaires pour intégrer un parcours de formation. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, après, c'est d'avoir une motivation assez importante. C'est que moi, j'estime que... Enfin, nous, on a eu des success stories côté La Poste, où des personnes très éloignées des métiers techniques, IT, ont eu des parcours de reconversion professionnelle pour intégrer des postes de concepteurs développeurs web, d'autres de data ingénieurs, d'autres de développeurs SI. Donc voilà, donc si les personnes sont très très motivées, j'ai envie de dire que la limite, voilà, c'est quoi, sky is the limit. Mais par contre, si cette personne a déjà des compétences techniques liées à certains métiers de la data, voilà quoi, c'est d'aller sur des parcours en adéquation avec ses compétences. Si elle a déjà fait de la statistique et de la probabilité, on va l'envoyer plutôt sur les fonctions de data analyse. Si c'est une, excusez-moi du terme, mais si c'est une bête en mathématiques, on va l'envoyer vers les fonctions de la data science. Si c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est langage de programmation, c'est plutôt le data ingénieur. Et puis c'est quelqu'un qui a des compétences voilà, de facilité, d'organisation. Et puis qui a une tête bien faite, ça va être plutôt sur la chefferie de projet, PO data ou chef de projet data. Donc voilà, des conseils, on peut en avoir des millions, mais la première, ça va être la motivation, parce qu'aujourd'hui sur le marché, il y a tout type de formation. C'est-à-dire que il y a une formation où en 9 semaines, on vous transforme en développeur data, quoi. Donc, mais par contre, vous êtes dans un format bootcamp où vous mangez du code de 8h du matin à 20h le soir pendant 9 semaines. Donc, est-ce que vous êtes en capacité d'absorber cette charge de travail, avec du travail à faire en plus à la maison le soir en rentrant? Il y a d'autres formations qui sont sur des parcours beaucoup plus longs, plutôt universitaires, avec 1 an de formation classique, mais ça demande aussi beaucoup d'efforts. Parce que de là où on vient, ça peut être plus ou moins éloigné des compétences requises pour intégrer les métiers de la data. Moi, je rajouterais juste quelque chose. Il faut vraiment se renseigner parce que ça peut être vraiment flou, tout ça pour des personnes qui ne sont pas initiées. Donc renseignez-vous. Donc sur les salons, très important, sur Internet. Et aussi, il y a pas mal de podcasts aussi, comme par exemple DataGen, qui parle beaucoup des métiers de la data et qui présente des parcours inspirants, étonnants, qui parle aussi de formation et de reconversion. Et ça, c'est hyper important pour construire votre projet. Je pense qu'on arrive au bout de cette table ronde. Alors, merci en tout cas pour ces échanges. C'était assez riche. Et puis, je vous propose, si vous voulez rester dans cette salle-là, la prochaine conférence, c'est sur la réglementation européenne de l'IA avec les enjeux, les risques et les opportunités avec Thomas Vence de Speredia. Merci à vous tous. Merci.